d'être venus si nombreux pour cette première conférence à la bibliothèque patrimoniale Billon. Notre première conférence depuis la réouverture de la bibliothèque en avril l'année dernière. Donc on a souhaité créer un cycle de conférences autour de la bibliothèque et de ses collections, en marge de l'exposition Curieux Mélange que vous avez peut-être certains déjà vu. L'objet de cette exposition et de ce cycle de conférences est de proposer une découverte ou une redécouverte de la bibliothèque et de ses fonds. Le meilleur moyen de commencer pour découvrir cette bibliothèque et ses fonds. C'est une petite conférence de Marie-Françoise Rose, qui connaît ses lieux, ses collections mieux que quiconque. Puisque, chère Marie-Françoise, vous avez commencé votre carrière ici en 72, si on peut plus. Et donc vous êtes restée directrice du réseau de bibliothèques de 72 à 77. J'étais adjointe. Ah, adjointe. Ah, pardon. J'étais déjà. Et après, vous avez fait un petit saut au Havre, Oui. jusqu'en 82. Et puis après, en 82, quand même, Rouen vous a manqué. Vous êtes revenu direction des bibliothèques de Rouen de 82 à 98. Voilà. Et après, vous êtes parti à Versailles jusqu'en 2011. Et depuis, vous avez pris votre retraite au Havre. Voilà, mais une retraite quand même très active, puisque vous êtes en train de préparer donc, un livre sur la bibliothèque de Rouen, son histoire et ses collections. Et puis ce livre devrait être prêt normalement, si tout se passe bien, et remis à l'éditeur avant l'été de cette année. Voilà, donc tout ce que vous entendrez ce soir et plus encore, vous pourrez le découvrir plus longuement dans ce livre. Voilà, je vous remercie très chaleureusement d'avoir accepté notre invitation pour cette première conférence, et je vous souhaite à tous une très bonne conférence. Bon, écoutez, je vous remercie. Je remercie mes collègues de Rouen de m'avoir proposé de venir parler de la bibliothèque municipale. Alors, c'est vrai que c'est une bibliothèque dans laquelle j'ai appris mon métier. Je suis arrivée ici en 1972, c'est-à-dire relativement peu de temps après les travaux de rénovation, parce que je suis arrivée qui avait lieu dans les années 63-64, donc 8 ans plus tard, c'était une bibliothèque neuve, entre guillemets. Il y avait une grande banque de prêts, pour ceux qui l'ont connue, une banque avec le bureau qui était présidé par le bibliothécaire de salle. C'est une bibliothèque où j'ai appris mon métier, et c'est important, parce que c'est une bibliothèque dans laquelle, quand on quittait Rouen, on savait tout faire. Enfin, j'exagère un peu, mais si vous voulez, le fonds de Rouen est quand même le troisième fonds en province, c'est quand même un fonds extraordinaire par sa variété. Il y avait la lecture publique, je me suis occupée, quand j'étais jeune adjointe, je me suis occupée à la fois de l'exposition, mais en même temps je me suis occupée du réseau des annexes. Donc après, quand je suis partie au Havre, j'ai acquis une autre expérience à la bibliothèque du Havre qui était aussi très intéressante. Et puis quand je suis revenue, 16 ans à Rouen, ça compte quand même, pour remplacer Claude Simonet. Et donc, quand je suis revenue... Quand j'ai pris ma retraite, à un moment, j'ai pensé que ça serait intéressant de faire un ouvrage sur la bibliothèque de Rouen, et j'ai proposé à mes collègues de Rouen le projet, et Christelle Di Pietro s'est trouvée tout à fait, directrice de la bibliothèque, s'est trouvée tout à fait emballée par ce projet, et ce qui fait que cet ouvrage, c'est un ouvrage collaboratif. Hein. Moi, je le pilote, enfin, je suis un peu plus que piloté, mais... Donc, parce que je pense que c'est une bibliothèque, les bibliothèques ont besoin d'avoir un ouvrage sur leur histoire, parce que surtout celle de Rouen. Et puis, j'avais aussi envie de parler des bibliothécaires. C'est des gens qui ont travaillé ici, d'ailleurs c'est ce que je ferai ce soir, parce que les collections c'est formidable, mais il y a des personnes qui sont là, et on se trouve là à un moment X de l'histoire du lieu. Et on le fait vivre à un moment, et ça m'a paru très important, parce que c'est bien de garder la mémoire de toutes ces personnes. Donc, voilà, donc vous avez, là c'est une image d'un manuscrit de la bibliothèque, les éthiques et politiques d'Aristote traduites par Nicole Oren. Alors sur cette image, vous avez
Vous avez notamment une maison à pans de bois, c'est un manuscrit du XVe siècle, donc ça c'était pour en début. Et puis quelques dates. Alors je ne vais pas vous relater toutes les dates de la Révolution parce que ça n'a aucun intérêt, mais bon, je regarderai quand je parlerai de Bourdin, mais 4 juillet 1809, inauguration du musée de la bibliothèque au second étage de l'hôtel de ville. Alors il y a eu des discours qui ont été prononcés, c'était vraiment des discours, et un discours notamment du bibliothécaire, Don Bourdin, qui était un discours très axé sur l'avenir et ouvert à l'éducation. Alors ce qui est intéressant chez tous ces bibliothécaires, quels qu'ils soient, quelle que soit leur formation, parce qu'au départ ce sont des érudits, après ça devient des professionnels, toutes ces personnes ont le souci de classer les documents, les faire connaître, les communiquer. Et ça, quelle que soit l'époque, que ce soit en 1809 ou que ce soit aujourd'hui, on a toujours les mêmes préoccupations avec des moyens différents. Et ça, je trouve que c'est plutôt intéressant. Alors, des grandes dates, vous avez le 4 juillet 1809, on est à l'hôtel de ville, et le 12 février 1888, on inaugure la nouvelle bibliothèque, c'est-à-dire celle dans laquelle vous vous trouvez, qui n'avait pas exactement la même configuration. Mais je vous parlerai, quand je vous parlerai de cette bibliothèque, bon, moi je vais m'arrêter après la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Je vous parlerai de la bibliothèque publique, de la bibliothèque municipale ou de la grande bibliothèque, parce que c'était un terme dans les années 70 que certaines personnes encore, quand elles venaient des annexes, des bibliothèques de quartier, venaient à la grande bibliothèque. Ce qui était, moi je trouvais ça un peu bizarre, mais en fait c'était un terme utilisé au début du XXe siècle, puisque cette bibliothèque était le cœur du réseau des bibliothèques de Rouen. Alors bon, il y a entre 1809 et 1888, vous avez achat de collections importantes, Lebert, arrivée de la collection Montbray. Bon, 1874, c'est la décision par le conseil municipal de construire une nouvelle bibliothèque. Il y a des legs. Alors, la caractéristique aussi de cette bibliothèque, c'est quand elle ouvre à la Révolution, en 1809, elle a 20 000 documents. Le bibliothécaire avait fait un prix, il y a 20 000 documents. À la fin du 19e, elle en a 140 000. Alors, c'était parce qu'il y a eu des entrées absolument extraordinaires au 19e siècle. C'est à la fois extraordinaire, c'est à la fois une charge énorme, parce que le fonds Montbray qui est arrivé, qui avait près de 100 000 documents, la bibliothèque n'a pas encore terminé de les traiter. C'était bon. C'est aussi une ville qui s'est intéressée à la lecture populaire et avec des ouvertures de bibliothèques de prêt. En 1907, c'est la première bibliothèque de prêt ouverte à Saint-Sever, dans le quartier Saint-Sever, rue du Vent. Et Rouen fait partie d'un ensemble de villes qui ouvrent des bibliothèques, notamment la ville de Lille en ouvre aussi au même moment. Autre bibliothèque de prêt en 1929, la bibliothèque des Capucins. Entre deux, vous avez une chose importante pour la bibliothèque de Rouen, c'est l'entrée des manuscrits de Madame Bovary, des manuscrits normands de Flaubert. Donc, Bovary, Bouvard et Pécuchet. Alors, en 1938, on a 300 000 volumes et 25 000 lecteurs. Bon, aujourd'hui, on a là plus de 500 000 ou 600 000. Alors, les dates, il y a aussi des moments importants qui sont les deux guerres mondiales. Dans la Première Guerre mondiale, il y a une partie des collections qui sont transférées à Clermont-Ferrand pour les conserver. Et puis, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y aura d'ailleurs, ça sera le même conservateur, Henri Laprosse, qui fera les trajets. Il y aura 3 déplacements de collections au château de Carouge, au château de Vaud, puis à un autre endroit, pour préserver les collections de la guerre. En 1946, on crée une bibliothèque des jeunes qui à l'époque s'appelle la bibliothèque de l'Heure Joyeuse. Bibliothèque de l'Heure Joyeuse, c'était la terminologie employée parce que la première bibliothèque pour les jeunes à Paris est une bibliothèque de l'Heure Joyeuse qui, dans les années 30, a ouvert à Paris et donc on appelait les bibliothèques jeunes l'Heure Joyeuse, qui sera transférée plus tard dans la bibliothèque du Square Vendrell que certains d'entre vous ont connue. Et puis après, vous avez, à partir des années vous avez 58-63, le réaménagement de la rue Jacques-Villon. Et puis, en 69, à partir de 69, vous avez en flash toute une série
d'ouverture de bibliothèque. C'est dans la foulée du 6e plan. Pompidou avait dit que tout était à faire dans le domaine de la lecture, et la ville de Rouen a joué le jeu, parce qu'elle a ouvert la bibliothèque des Sapins, la Grand-Mare, la bibliothèque discothèque de Saint-Sever en 1979, c'était à l'époque une des plus grandes annexes en France, et puis rénovation des Capucins, et puis bon, quand le Théâtre des Arts a fermé, il a été transféré à Parmont. C'est donc une bibliothèque, et dans les années 90, on a commencé à réfléchir sur une nouvelle bibliothèque. Bon, aujourd'hui, vous avez la bibliothèque Simone de Beauvoir sur rive gauche. Bon, ça, moi, je m'arrête dans les années 50, mais dans les années 60. Mais c'est pour vous montrer la vitalité de cette bibliothèque, avec des missions qui sont à la fois des missions patrimoniales et des missions de lecture publique. Alors, les bibliothécaires, bon, là, on a Gourdin, Liquet, Potier, Bouillet, qui était le copain de Flaubert, mais on va les revoir, hein, parce que moi, je vais vous parler de chaque bibliothécaire, parce que je trouve que c'est ça qui rend plus vivant les choses. Édouard Frère, Théodore Bachelet, qui est à l'origine du fonds musical, dans l'hôtel de ville, et puis la bibliothèque Sauvageau, dans laquelle nous sommes, Eugène Noël, Loriquet, Labrosse, Jeanne Dupic, Claude Simonet. Bon, je m'arrête à Claude Simonet, puis après, vous avez la liste des différents conservateurs. Alors, création de la bibliothèque, ça va être très simple, hein, les bibliothèques municipales, alors création de la bibliothèque, il y a des bibliothécaires érudits et des professionnels et développement de la lecture publique. Alors, la création des bibliothèques, ce sont des créations révolutionnaires. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que, bon, vous le savez, et puis ça encombre notre propos, mais il faut quand même savoir que la ville de Rouen était une ville du livre, était une ville très riche, notamment pour les imprimeurs et les libraires, et pour les bibliothèques, au XVIIIe siècle, il y avait de nombreux établissements religieux qui avaient des bibliothèques, notamment les bibliothèques des Capucins de Rouen, qui avaient, quand on a fait l'inventaire de ces bibliothèques pendant la Révolution, il y avait 6900 cartes pour les Capucins, Saint-Ouen, 6700 fiches pour la bibliothèque. Il y avait également la bibliothèque de l'Académie de Rouen et la bibliothèque du chapitre de la cathédrale, et ces bibliothèques étaient ouvertes au public. Donc, intéressant à signaler. Alors, arrive la Révolution, avec les confiscations révolutionnaires, la création des bibliothèques municipales avec François-Philippe Gourdin. Alors, donc Gourdin, Théodore Liquet. Alors, l'abbaye de Saint-Ouen. Là, ça n'est pas un portrait de Don Gourdin. C'est dommage, on n'a pas de portrait de Don Gourdin, mais c'est le prieur de Saint-Ouen avant la Révolution, dont Alexis Davout, qui fut député aux États généraux. Alors, c'était amusant d'avoir le portrait d'un contemporain de Don Gourdin, qui a terminé, qui a été vicaire épiscopal auprès de l'évêque constitutionnel de l'Orne, qui a été député aux États généraux. Et puis, à Saint-Ouen, vous aviez Don Gourdin, qui était un bénédictin des Lumières. Don Gourdin était né à Noyon. C'était le fils d'un peintre de l'école française de peinture. Et il a eu une vocation monastique. Il a fait profession à Jumièges. Il a eu des cours à Saint-Vendry. Il a été prof au collège de Beaumont-en-Auge. Et il est passé à Saint-Ouen-de-Rouen en 1778. Alors, Gourdin était le modèle du bénédictin, un lettré. Il a fait partie de l'Académie de Rouen, il a publié de nombreux ouvrages. Il a été correspondant de Marat, hein, enfin Marat lui dédie un livre. D'ailleurs, cet après-midi, avec un collègue, on est allé voir en magasin un livre qui est envoyé par Marat à Don Gourdin. À la fin, les relations se sont un peu rafraîchies avec Marat. Et il publie, alors là, bon, c'est un envoi de Marat à Don Gourdin. Et puis l'écriture de Don Gourdin, bon, c'est une petite note de Don Gourdin où il fait sa biographie. Donc c'est toujours un peu sympathique de voir l'écriture de quelqu'un. Et puis les publications de Don Gourdin, comme tous ces gens du XVIIIe, il y a notamment les après-midi à la campagne. Bon, bah, c'est une espèce de leçon de leçon scientifique sur le mode un peu littéraire, qui est tout à fait dans l'air du temps. Et puis, alors, Don Gourdin. Pendant la Révolution, il a une phrase tout à fait
tout à fait amusante à la fin de sa vie. Il écrit en 1807 à un confrère j'ai louvoyé pendant la tempête, mais Dieu merci, je ne me suis compromis en rien. Alors, sur les 22 moines qui étaient à Saint-Ouen, il y en a 2 qui sont restés à Saint-Ouen. Il y en a qui ont pris l'état civil, il y en a qui ont prêté serment. Dom Gourdin, au début, il ne prête pas vraiment serment. Il continue à loger dans l'abbaye, mais il est considéré comme quelqu'un de tout à fait compétent. Et il est recruté par les autorités de Seine-Inférieure en octobre 1790 pour faire un travail au niveau du département. Et à partir de 1790, il ne va jamais cesser de travailler à la création de bibliothèques publiques à Rouen. Il veille sur toutes les bibliothèques dont on lui a apporté l'existence, il rassemble les bibliothèques qui sont conservées dans des établissements religieux. Il est missionné par le département avec le peintre Paul Carpentier, le Carpentier, pour aller saisir les ouvrages et les tableaux confisqués par la Révolution. Et alors, ça ne se passe pas toujours très bien. Quand il arrive à Fécamp, là vous avez les manuscrits de Fécamp, quand il arrive à Fécamp, les voitures étaient chargées, leur conducteur allait les mettre en marche. Tout d'un coup, il se fit un énorme rassemblement et il s'éleva de grandes plaintes contre cette spoliation. Où les écoles publiques trouveraient-elles désormais les livres nécessaires à leur établissement? Où les citoyens pourraient-ils s'éclairer? Qui jouirait de tous ces objets d'art? Les Rouennais qui en avaient à foison. Bon, ça ne se passe pas très bien, il a fallu que la garde nationale intervienne pour qu'ils puissent emporter, ce qui allait être, ce qui devait revenir au chef-lieu de département. Alors, il disait tout à l'heure qu'il nous voyait. Bon, à un moment, il abdique son état de prêtre, mais bon, il est quand même emprisonné un petit moment. Et il a connu quelques jours d'incarcération, mais c'est quelqu'un qui est reconnu compétent dans son domaine. Donc, quelqu'un de précieux pour les autorités. Alors, il se remet au travail. Il faut quand même penser que pendant toute cette période révolutionnaire, il a rassemblé près de 300 000 documents qui, à un moment, se sont trouvés à Saint-Ouen. Il fallait les mettre quelque part. Et puis, il y a des décrets révolutionnaires qui se sont contredits. Il a fallu rendre ce qui avait été saisi à d'autres, à des villes qui avaient été spoliées, entre guillemets. Et il a fait un travail de fiches énorme. Et il a fait 100 000 fiches qui n'ont servi à rien du tout. Alors je ne sais pas si vous imaginez, parce que 100 000 fiches, il est quasiment tout seul. Et bon, c'était un travail. Et alors à un moment, il demande quand même à son autorité de tutelle de prendre une semaine pour aller voir ses vieux parents. Parce que forcément, il travaillait complètement. Alors il était constamment mal payé, ainsi que ses ouvriers qui pouvaient le quitter à tout moment. Réduit à la gêne, il se retrouvera inscrit en 1795 sur la liste des hommes de lettres à secourir par la Convention. Devenu bibliothécaire de l'école centrale en 1796, il eut toujours du mal à toucher son salaire, d'ailleurs dévoré par l'inflation galopante sous le directoire. Alors, c'est le fondateur de la bibliothèque municipale de Rouen. Donc, je vous ai dit qu'il avait passé son temps à faire des catalogues rendus inutiles par les contours toujours mouvants des collections. Lorsque tout le matériel qu'il avait établi, c'est-à-dire ses 100 000 fiches, ne servait à rien. Alors seule sa passion du livre, son désir de les rendre accessibles, le maintient en poste toutes ces années. Il écrivait ainsi au département en août 1795 « Le fait est qu'il n'y a que le désir de former une bonne bibliothèque dans cette ville qui m'a attaché à ce travail. » On est en 1795. C'est quand même formidable parce que c'est un discours qu'on pourrait tenir également aujourd'hui. Alors c'est dans le cadre de l'école centrale fondée à Rouen en 1796 qu'il commence à constituer une bibliothèque publique qu'il réduit à 20 000 ouvrages. Alors il fait du désherbage avant l'heure, il fait de l'élimination avant l'heure, parce qu'il estime que pour un homme seul, 20 000 livres, c'est gérable. Parallèlement à son travail, de bibliothécaire, il fait des cours de bibliographie, ce qui avait été demandé par le ministre de l'Intérieur,
faire des cours de bibliographie à l'époque, il n'y avait pas de manuel, hein, donc il a utilisé tout ce qu'il avait à sa disposition pour faire des cours. Un pareil cours n'a jamais été fait, les matériaux en sont répartis dans une infinité d'ouvrages. Pour que le professeur fasse ses cahiers, il faut qu'il s'entoure d'une bibliothèque entière, expliquait-il. Alors, après l'école centrale, en 1804, la municipalité décide la future bibliothèque municipale qui va être, et les collections d'école centrale seront à la base de celles de la bibliothèque municipale. Et ben, c'est cette bibliothèque municipale qui ouvrira à l'hôtel de ville, au second étage, en 1809. Alors, Don Gourdin va rester jusqu'en 1818 dans son poste de bibliothécaire. Ensuite, il va prendre sa retraite, il est déjà assez âgé. Malheureusement, il n'a pas beaucoup d'argent et, comme dit ma collègue Valérie Neveu, qui a fait un texte sur Don Gourdin, il va vivre la fin de sa vie dans une austérité toute monacale. Alors, on a une image de la... Alors voilà, là, bon, vous savez, je passe à l'hôtel de ville. Donc, le deuxième étage de l'hôtel de ville est occupé par la bibliothèque et le musée. Et vous avez, on a une image de l'hôtel de la bibliothèque en 1818, grâce à un voyageur anglais, Thomas Romal Digby, qui est un révérend, mais qui est un bibliographe, et qui voyage en France et en Angleterre pour trouver des livres pour ses commanditaires, qui sont des lords anglais en général. Et il passe à Rouen en 1818 et il publiera 3 ans plus tard son voyage. Et il y a des chapitres consacrés à la ville de Rouen, notamment aux libraires et à la bibliothèque. Alors à la bibliothèque, par exemple, la lettre 9, l'horloge de la cathédrale a sonné 11 heures et il est grand temps de visiter la bibliothèque publique. Cet établissement est ouvert tous les jours, le jeudi excepté, depuis 10 heures jusqu'à 2. Monsieur Gourdin, conservateur, est un bibliographe savant. Alors voilà le voyage, l'ouvrage que Dibdin a publié ensuite en anglais et puis en français. La lettre 9 sur la bibliothèque sera traduite par Théodore Luquet, le successeur de Don Gourdin. Dibdin parle de Gourdin qui a fait des notices sur les manuscrits anglo-saxons de la bibliothèque. Voilà le manuscrit, le bénédictionnaire de l'archevêque Robert de Jumièges, qui est un manuscrit de la bibliothèque, le sacramentaire de Robert de Jumièges, donc bon, il parle de ces travaux de Don Gourdin. Et puis il parle, à un moment, Dibdin est absolument effaré parce qu'il indique que il parle des salles de lecture, de la bibliothèque et des trésors qui sont exposés. Alors parmi ces trésors, tout au fond de la bibliothèque, sur une petite table, repose l'énorme missel dont j'ai parlé plus haut. Alors l'énorme missel, c'est un graduel d'Aubonne, ça doit peser une trentaine de kilos. La reliure est en métal, aux armes elle a été réalisée par un bénédictin de Saint-Ouen, Gabriel d'Aubonne. Et là, le Cicérone qui le fait voir est un vieux portier d'environ 70 ans. Il s'avance vers vous avec gravité, vous place au bas du livre pendant qu'il tient à la tête, et après quelques lieux communs de sa rhétorique, l'impitoyable créature mouille son large pouce et tourne les feuillets en le fixant précisément chaque fois sur la page primitive. Après cela, jugez de l'aspect effroyable de la marge. Bon, alors, Théodore Luquet n'est pas du tout content de ce texte, et quand il le traduit, il indique en note que non, monsieur Dibdin a tout à fait tort. D'abord, ça peut très bien s'enlever à la mie de pain, et puis c'est pas dû au pouce du Cicérone. Bon. Alors, c'est voilà, ce graduel d'Aubonne qui est un manuscrit du XVIIIe, qui était à Saint-Ouen, qui a une décoration florale typique de cette époque. Donc, témoignage intéressant sur la bibliothèque en 1818, ça c'est dans le livre de Dibdin, une marque d'imprimeur de Martin Morin, d'un ouvrage conservé à la bibliothèque, et puis un ange qui figure dans un des manuscrits de la bibliothèque. Alors ça, c'est à Dibdin va succéder Théodore Luquet, qui avait été vice-bibliothécaire en 1814, donc Dibdin était
était secrétaire adjoint au maire de Rouen, à la mairie de Rouen. Il écrit des pièces de théâtre. On écrivait beaucoup des pièces de théâtre à l'époque. Et puis c'est un linguiste. Il traduit la lettre 9 de Dibdin concernant Rouen. Et dans sa notice nécrologique, on peut lire: pendant tout le temps qu'il fut à la bibliothèque de la ville, Théodore Liquet apporta le plus grand ordre dans cet établissement et au moyen de la location municipale, il sut l'enrichir des meilleurs traités sur les sciences. On s'intéresse aux sciences parce qu'on trouve qu'il y en a que c'est un peu faible sur le fond scientifique dans la bibliothèque, les arts, les ouvrages les plus estimés en littérature et en histoire. Son caractère doux, obligeant vers ses confrères et toutes les personnes indistinctement qui fréquentaient la bibliothèque, qui avaient recours à son érudition. Alors, c'est en 1821, c'est Théodore Liquet qui est bibliothécaire, et on a un règlement dans lequel on indique qu'il faut avoir un comportement décent, il faut demander les livres aux bibliothécaires. Bon, c'est un des premiers règlements de la bibliothèque, hein, et que la bibliothèque est sous la responsabilité du bibliothécaire, etc. Donc c'est toujours sympathique d'avoir ça. Alors l'enrichissement des collections, c'est après Gourdin et Théodore Liquet, c'est la période à laquelle il y a un enrichissement phénoménal des collections. Il y a eu quelques dons en 1818 et un peu avant, mais la période suivante était fabuleuse. Alors, c'est un érudit qui remplace Théodore Liquet en 1832, qui s'appelle André Potier, qui a été baptisé à Saint-Sever-à-Rouen et dans son arrêté municipal, il est indiqué, outre ses qualités de littérateur et d'archéologue, il avait aussi le grand avantage d'être né à Rouen. Très important. Bon. Il est également nommé conservateur du musée des Antiquités. C'est l'époque où le conservateur, la bibliothèque, le musée, il y a il s'occupe un peu plus de tout. Là, c'est le musée des Antiquités. Et alors, c'est sous André Potier que rentrent des collections absolument fabuleuses. La collection de Constant Lebert, la collection Montbré, du marquis de Martinville qui avait été maire de Rouen, les monnaies et médailles de Le Carpentier, les portraits barades, les gravures du Tuy. Et puis, c'est aussi un homme qui fait des catalogues, le catalogue pour la classe des sciences, il publie le catalogue pour la classe des sciences et des arts, il augmente la salle de lecture en en ouvrant une autre à côté. Et puis, il organise les séances du soir. Alors, il y a un texte, ça c'est le texte de Lebert, je vous en parlerai tout à l'heure. André Potier, le maire, alors j'ai mis à côté les maires sous lesquels avaient servi les différents bibliothécaires. Bon, Henri Barbet, Ambroise Fleury, Charles Verbrel. C'est Henri Barbet qui demande à André Potier d'ouvrir la bibliothèque le soir et le dimanche matin. La bibliothèque était quand même assez peu ouverte. Mais tout à l'heure, si vous avez des questions sur les ouvertures de la bibliothèque, l'équipe Bestio qui est là, c'est tout sur les horaires de la bibliothèque. Enfin bon, c'était ouvert de 10h à 2h de l'après-midi, enfin c'était ouvert peut-être un peu plus, mais enfin c'était quand même bon. Alors le maire, soucieux d'ouvrir davantage la bibliothèque, demande l'ouverture le soir entre 19h et 22h, et le dimanche matin. Alors j'ai retrouvé une note adressée au maire, un brouillon de notes adressé au maire par Potier, qui dit que oui, tout ça c'est très bien, très très bien, mais alors que pour les séances du soir, ça sera très bien pour les avocats, les avoués, enfin bon, qui eux ne peuvent pas venir dans la journée, donc ils pourront venir le soir. Pour les ouvriers, pour les travailleurs, ça sera un petit peu plus compliqué, parce qu'ils ne pourront pas venir en tablier et en sabot, ils ne pourront pas rentrer chez eux pour s'habiller et venir à la bibliothèque, alors que le dimanche matin, ça sera très bien, parce qu'ils auront le temps de rentrer chez eux, de s'habiller, de venir à la bibliothèque. J'ai trouvé que le texte était tout à fait charmant. Donc l'ouverture est très, très caractéristique de l'époque. Et d'ailleurs, le dimanche, il indique qu'on achètera des ouvrages qui pourront aider les personnes, enfin les travailleurs qui viendront le matin, le dimanche matin à la bibliothèque. Alors, c'est sous le mandat. André Potier était un grand érudit, il faisait partie de toutes les sociétés savantes possibles et inimaginables de France et de rouennaise, il était bien sûr à l'Académie de Rouen, et c'est sous son mandat qu'entre la collection Lebert. Alors la collection Lebert, Constant Lebert était un chef du bureau
des communes. Il était en 1800, enfin, à la Restauration, il était chef du bureau des communes. Constant Lebert était membre titulaire de la Société des antiquaires de France, prend sa retraite en 1838. Il correspondait avec Eustache de la Sainte-Langlois, s'intéressait beaucoup aux danses macabres. Là, c'est Marie-Dominique Nabeco-Mutarelli qui pense avec justesse d'ailleurs, qui émet l'hypothèse que si Lebert connaît Rouen, c'est parce qu'il connaît Langlois, il y a ses recherches sur les danses macabres, et puis Potier ne peut que s'intéresser à ça, et quand même c'est absolument extraordinaire, parce que cette bibliothèque est achetée 60 000 francs or, sous Louis-Philippe, ce qui est tout à fait fabuleux. Et là, il y a un très beau... L'intérêt, alors il y a un catalogue, Lebert publie son catalogue imprimé, et il y a une très belle, il y a une introduction qui est tout à fait intéressante, avec ce petit exergue à propos du premier livre qu'il a acheté, Le Paradis perdu. Honneur à mon plus vieil ami. Je viens d'inscrire non point le premier livre que j'ai possédé, mais le premier que j'ai acquis par goût plutôt que par besoin, en rêvant de bibliothèque. C'est le seul de cette origine que j'ai conservé comme le plus ancien souvenir d'un sentiment qui devait remplir toute ma vie. Il y a 40 ans que nous sommes ensemble, 1838, il m'a coûté un petit écu et c'était toutes mes économies du moment. Alors ça, c'est... quand on est à la bibliothèque de Rouen, si vous voulez, les fonds, Lebert, Monbré, on vit avec, hein, donc ça devient des personnes qu'on aurait presque connues. Enfin, il n'y a pas de portrait de Lebert, ce qui est dommage. Alors, Lebert, dans son... Alors, le Lebert, vous verrez quelques images de Lebert tout à l'heure, mais toutes les pièces du Lebert sont des unicats. C'est vraiment extraordinaire. Et Lebert, dans son bureau, avait quelqu'un qui travaillait, qui s'appelait Eugène Colbert de Montbré, qui était un sourd-muet, mais qui connaissait des tas de langues bizarres et qui était très savant. Et Eugène Colbert de Montbré était le fils de Charles-Étienne Colbert de Montbré, un grand commis impérial, qui avait été directeur du bureau des statistiques sous Napoléon, enfin, un personnage tout à fait intéressant. Et Eugène Colbert de Montbré avait hérité de la bibliothèque de son père, et il a souhaité la donner à la bibliothèque de Rouen avec la sienne. Enfin, la sienne, c'était des achats plutôt compulsifs, Eugène Colbert de Montbré, mais la bibliothèque de Montbré est une bibliothèque tout à fait passionnante, qui a été... Isabelle Lavoulet-Le Sage a fait un travail tout à fait conséquent sur cette bibliothèque. Il y a des livres, des manuscrits, des cartes. Enfin, Montbré, c'est fabuleux. Et il y a toujours des descendants de Montbré. Bon, Alors, c'est un portrait de Montbré jeune. Il était consul à Hambourg. Enfin, il faisait partie du bureau des consuls. Et puis après, bon, il a été venu... Voilà. Alors, il y a une histoire que Eugène Noël raconte. Est-ce vrai? Bon, l'histoire est trop belle pour le dire, mais Eugène Colbert de Montbré est venu un jour à la bibliothèque de Rouen. La bibliothèque de Rouen, on l'a sonné, c'était un jour de fermeture, il était sourd. Il a montré qu'il voulait consulter, voir la bibliothèque Lebert. Et le garde qui était là, qui était Théodore Le Breton, qui était celui qui s'occupait du fonds Lebert, lui a montré la bibliothèque. Et bon, du coup, après, Montbré donne sa bibliothèque à la ville de Rouen. L'image quand je faisais des cours de formation professionnelle, je disais qu'il fallait être toujours gentil avec les gens qui venaient à la bibliothèque, hein, on ne sait jamais. Et alors, c'est une très belle histoire, parce que si vous voulez, le fonds Lebert, le fonds Montbré sont toujours l'un à côté de l'autre. Et bon, donc voilà. Il y a un imaginaire, hein, des bibliothèques, il y a sous nos pieds, vous avez des kilomètres de rayonnage, mais bon, il y a tout un imaginaire autour. Alors, la bibliothèque de Rouen, alors, ce qu'a fait aussi, alors voilà aussi ce très beau manuscrit, L'entrée de Henri II à Rouen, qui est un très beau manuscrit du XVIe, Cobret-Potier a acheté à Anvers, il est allé sous un nom d'emprunt pour acheter le manuscrit de l'entrée de Henri II à Rouen, qui était qui est une richesse de la bibliothèque. Alors, bon, bah, vous le connaissez par cœur. Il avait mis en place aussi un album des visiteurs pour les gens un peu célèbres. Alors, là, vous avez, on voit, il y a le baron Taylor, on distingue la signature du baron Taylor. Là, vous avez un cartouche où on voit la signature de Langlois, Hippolyte Bélanger, qui est un dessinateur en dessous. Là, j'ai mis un portrait de Langlois avec le cartouche que l'on vient de voir. Là, c'est Botta, qui était
un spécialiste en langue des pays du Moyen-Orient. Là, vous avez un dessin de Stage Béra avec la signature EP avec le petit rat. Là, vous avez la signature de Rachel dans le haut de l'album. Alors, bon, là, c'est un texte de Frédéric Béra. J'irai revoir ma Normandie, que dans l'exposition, vous pourrez écouter. Donc, je sais des strophes de la chanson. Et puis là, si vous voulez, sans détailler, vous voyez des tas de noms anglo-saxons, de tas anglais. Les visiteurs anglais venaient à la bibliothèque. Donc, c'était important. Alors, dans le personnel, il y avait quand même des gens intéressants. Il y avait un ouvrier poète, Théodore Le Breton. Alors, Théodore Le Breton, celui qui aurait accueilli Eugène Colbert de Montbray, est né d'un père ouvrier et d'une mère blanchisseuse. Il apprend à lire dans un catéchisme, dans une Bible qu'on lui a donnée au catéchisme. Il entre dans une filature à 7 ans. Et il apprend à lire. Enfin, bon, il écrit des poèmes et qui arrivent dans les mains de Marceline Desbordes de Valmore, qui les communique au journal de Rouen. Donc, voilà, il a une notoriété. Et puis, il va rentrer à la bibliothèque municipale. Bibliothèque publique, j'aime beaucoup ces termes qui sont employés à l'époque. Bibliothèque municipale, bibliothèque publique. Et il y rentre comme garde du Fond de Mer en 1840. Et il y a un très beau texte, alors Marceline Desbordes, voilà. Alors il y a des tas de gens qui lui écrivent, parce qu'il a une correspondance avec la marque, enfin là c'est des lettres qui sont adressées à monsieur Théodore Le Breton, poète, ou alors envoyé à la bibliothèque publique de Rouen. Et là, il y a une lettre de Lebert qui lui parle de ses livres. Je les recommande, les livres, à tout votre intérêt, et pour vous et pour moi, pour vous, monsieur, parce qu'ils peuvent vous bien servir. Pour moi, ce ne sont plus mes serviteurs, mais ils n'ont pas cessé d'être mes amis. Bon, ça me plaît beaucoup. Alors, donc, bon, voilà, c'est différents piliers. Vous avez Victor Hugo, Michelet, Bouillet, Lamartine, bon, qui correspondent avec Théodore Le Breton. Alors, bon, par contre, il écrit des vers, hein, Heure de repos d'un ouvrier, bon, ça, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'ai crié du fond des abîmes, nous sommes, si êtes sortis de vos rangs, etc. En esclave adopté, j'ai relevé la tête, riche a baissé vos regards. Voilà. Il publie une biographie normande, enfin, c'est un bon bibliothécaire. Et alors, il sera là quand Eugène Noël arrivera à la bibliothèque et il accueillera Eugène Noël avec des vers. Hein. Ça, franchement, bon, c'est quand même quelque chose. Alors, quand André Potier décède, on lui cherche un remplaçant. Ah oui, j'oubliais aussi Théodore Le Breton, était franc-maçon. Et il apparaît dans la liste des membres de la Persévérance couronnée. De 1842 à 1850, il publie à ce titre La Fraternité, qui est dans les collections de la bibliothèque. Alors, le successeur d'André Potier, qui a été un très grand conservateur, vous avez Louis Bouillet. Alors, vous voyez que Louis Bouillet, lui, il ne reste pas longtemps, il reste 2 ans. C'est un ami de Flaubert, et on conseille à Bouillet de postuler pour le poste de la bibliothèque de Rouen pour qu'il puisse avoir un revenu. Et donc, on va recruter le maire Charles Bertrel, va nommer Bouillet, considérant qu'il a acquis dans la carrière des lettres des titres propres à justifier le choix de l'administration qui ne peut qu'être heureuse de l'attacher à la principale collection de la ville. Alors, Flaubert est furieux, hein, on t'a mis là pour faire des vers et non pour ranger des bouquins. Bon. Alors, quand il est à la bibliothèque, il fait tout à fait sérieusement son métier, hein, il fait des recherches, il joue vraiment, on le félicite pour sa nomination, le secrétaire de l'Académie de Caen le félicite pour sa nomination, il y a des recherches, des propositions d'achat, enfin il fait, bon malheureusement, il est malade, et en 1869, il envoie de Vichy une lettre au maire de Rouen pour s'excuser d'être parti précipitamment, surpris tout à coup par une affection des plus sérieuses, et il décède le 18 juillet. Alors, ce qu'on conserve, c'est une photographie de Bouillet, la couronne qui a été offerte par les Rouennais à Bouillet à l'occasion de la représentation de la Conjuration d'Amboise, qui est dans les collections de la bibliothèque,
On t'a mis là pour faire des vers et non pour ranger les bouquins, dit Flaubert, avec le manuscrit autographe de Bovary dédicacé à Louis Bouillet, des portraits, une caricature de Louis Bouillet, l'une le tam-tam à gauche et l'autre Diogène. Alors voilà, donc court passage, mais Bouillet a quand même fait partie des conservateurs de la bibliothèque. Alors il est remplacé par Édouard Frère qui fait partie d'une lignée de libraires et qui est l'auteur de nombreuses publications consacrées à la Normandie, notamment le manuel du bibliographe normand, avec un illustrateur privilégié qui est Langlois. Et en 1846, il est secrétaire archiviste de la Chambre de commerce. Donc, il fait partie également des sociétés, émulation, académie, bibliophile normand. Donc, vous voyez, c'est un autre érudit à qui on confie la bibliothèque, spécialiste du livre et de l'imprimerie rouennaise. Et il va décéder au moment où il venait de terminer le catalogue des manuscrits relatifs à la Normandie, précédé d'une notice sur la formation de la bibliothèque et ses accroissements successifs. Alors, là aussi, court passage d'Édouard Frère, mais important, à la bibliothèque de Rouen. Alors, son manuel du bibliographe normand. Il est remplacé par Théodore Bachelet. Théodore Bachelet, qui est né en 1820, à Piscipollille, canton de Maroc. C'est un brillant élève du lycée Corneille, un agrégé d'histoire, il a fait normal supérieur, il enseigne dans plusieurs lieux, Le Havre, Mans, Chartres. Il revient à Rouen en 1858 et il est aussi auteur d'ouvrages de vulgarisation historique, littéraire. Il donne des cours aux jeunes filles dans le cadre de l'Hôtel des Sociétés Savantes. Et à la mort d'Édouard Frère, il a la charge de la bibliothèque. Alors en 1874, c'est le moment où la ville a décidé la construction d'une nouvelle bibliothèque, donc il commence certainement à y travailler. Et on lui doit 2 rapports importants, sur les catalogues, sur l'augmentation des crédits nécessaires. Et puis, à sa mort, il va décéder d'une apoplexie en 1879. Et c'est un musicologue, hein, il fait des chroniques musicales dans la chronique de Rouen. Et il lèguera sa bibliothèque, est léguée à la bibliothèque de Rouen, et il est à l'origine du fonds musical de la bibliothèque de Rouen. Alors, il est remplacé par un personnage en couleur qui est Eugène Noël. Alors Eugène Noël, il a été conservateur de 1880 à 1898. Alors vous voyez que la liste des maires avec laquelle il travaille est quand même très conséquente. Hein. Ils sont quand même très nombreux. Alors, il est fils d'un modeste industriel du quartier Saint-Hilaire. C'est un peu un dilettante, à côté de l'Agostis et Corneille, mais de 42 à 61, il vit dans un moulin de son père. Bon, il aime bien les fleurs, la botanique, c'est un ami ce qui est important, c'est que c'est un ami d'Alfred Duménil, secrétaire puis gendre de Michelet. Et c'est par ce biais qu'il rencontrera Émile Littré, Élisée Reclus. C'est Michelet qu'il fera rentrer au journal de Rouen. Et il écrira plus d'1 millier d'articles sur le jardinage sous le nom du Père Labèche. Il participe au Petit Rouennais, au magasin pittoresque, à la rue de Normandie. Bon, en 1879, il a 63 ans. Il sera le dernier responsable de la bibliothèque à être nommé sans titre. Le maire, Barabé, l'apprécie pour son intérêt pour l'éducation populaire et ses relations avec le monde intellectuel. Alors, il connaissait déjà la bibliothèque parce qu'il venait travailler pour Duménil, pour Michelet. Voilà, alors là, c'est Noël jeune, Noël moins jeune. Et c'est les derniers jours à l'hôtel de ville, puisqu'il va s'occuper du travail pour le déménagement des collections, enfin le travail pour la construction de ce bâtiment. Alors vous avez ici ces collections, vous avez une description de la Jules Adeline qui fait des gravures qui vous montrent la bibliothèque telle qu'elle était dans les salles de l'hôtel de ville. Sur la planche de gauche, vous apercevez la statue de Voltaire assis qui a été offerte par Paul Carpentier à la ville de Rouen et qui a servi au transport des restes de Voltaire au Panthéon, qui est actuellement
dans un des escaliers du musée des Beaux-Arts, mis en dépôt. Vous avez sur la gauche, la droite, on aperçoit des gravures de Saint-Ouen, sur la partie gauche de la gravure. On aperçoit des grandes vases qui ont été données par l'amiral Cécile. Et puis, sur un lutrin, enfin, incliné, vous avez le graduel d'Aubonne dont on parlait tout à l'heure. Donc ça vous donne un peu une image de ce qu'était la bibliothèque au second étage de l'Hôtel de Ville. Voltaire, le Voltaire qui a été exposé au musée des Beaux-Arts. Alors, le bâtiment de Sauvageau. Alors, Sauvageau, ce sera la grande affaire, le déménagement de la bibliothèque sera la grande affaire d'Eugène Noël. Il y a des réunions avec l'architecte, il fait des trajets. Alors, il est quand même pas jeune, hein, en 74. Il se tape l'hôtel de ville, les 2 étages, le travail avec l'architecte. Il se bat pour avoir l'électricité, il aura le gaz. Il constate que en 87, il constate que les tablettes de livres et les armoires vitrées n'ont pas été montées au bon endroit. L'entrepreneur de mobilier fait faillite. Enfin, ce qui est sympa, c'est que de toute façon, rien ne change. Hein. C'est toujours pareil, quelle que soit l'époque. Alors, il devait déménager dans l'appartement qui donnait place Resto. Hein, ça, c'est comme le film Astérix chez Cléopâtre au début. Il y a un architecte, je ne sais plus comment il s'appelle, mais un truc un peu fou. La porte de l'appartement donnait dans le salon. Alors, quand même, il demande à ce que la porte de l'appartement ne donne pas dans le salon. Bon, et puis il n'y avait pas l'eau ni le gaz. Bon, enfin, il habitait à Biorel, il habitait au soleil, il y avait un petit jardin. Là, il va emménager dans ce qu'il appelle, selon les jours, le Puy Sauvageau ou le Palais Sauvageau. Enfin, c'est plutôt le Puy Sauvageau. Bon, alors après, le déménagement de la bibliothèque a lieu de juillet à décembre 87. Il a du mal à obtenir des chaises. Alors il écrit, pour obtenir le moindre mouvement administratif, vous n'imaginez pas combien de manivelles il faut pousser, combien de rouages à mettre en branle et de ressorts détraqués. Et bien ça, c'est très satisfaisant parce que ça continue même aujourd'hui. Partout. Hein. Bon. La nouvelle bibliothèque est inaugurée le 12 février 88 avec 130 000 volumes, 5 km des reliages, il y a 150 places. Bon, peu de temps après l'ouverture, ça commence un peu à aller parce qu'il y a des articles dans le journal, enfin 88, on a des années qui viennent, parce qu'il n'y a pas d'aération, les révisiers, etc. Bon, alors, donc, ouverture de la salle de lecture, et puis vous avez, c'est en 1889, hein, c'est Georges Dubosc qui écrit dans le journal de Rouen, la situation qui est faite aux lecteurs qui osent encore se risquer dans la salle de lecture est intolérable. Herbicier, nauséabond. Il ne dit pas qu'il pleut, mais ça va pas tarder. Noël est très précurseur parce qu'il indique, bon, il y a la grande salle de lecture, il y a une salle des manuscrits, il y a une galerie d'estampes, mais il écrivait, si les livres dans les 80 ans qui vont suivre continuent à s'augmenter de nombre dans la proportion de ces derniers temps, ce n'est plus un palais qu'il faudra, mais une ville dans la ville à côté de la ville. Cela ne se peut, il faudra qu'avant ce temps soit trouvée la loi d'élimination des bibliothèques. Bon, c'est tout à fait intéressant, ces gens qui ne sont pas bibliothécaires au départ, une fois qu'ils rentrent dans la profession, ils prennent le pli. Et c'est Noël qui fera l'acquisition de fichiers, ce qu'on appelle des fichiers Bonange, qui sont des fichiers affiches pour qu'on puisse consulter, pour repérer les ouvrages. Donc, bon, alors, c'est Noël fait du bon travail. Alors, on va voir le bâtiment de Sauvageau. Ben, voilà la salle de lecture qui est un peu... la bibliothèque de Grenoble avait servi d'idée à Sauvageau. Bon, voilà, l'aération, c'est pas tout à fait ça. Bon, des photos d'Eugène Noël, une petite photo qui est dans les collections ici, dans les dossiers, et puis la gravure qui a été faite à partir de la photo. Alors, la décoration de les plans en 1894, la décoration de l'escalier est confiée à Paul Baudouin, élève de Puvis de Chavannes et gendre de Michelet. Donc vous les connaissez, ces grandes toiles qui sont dans le hall, et il y en a une qui est en restauration. Alors ça, de toute façon, cette toile-là, ce qui s'appelle le cycle, je crois, de toute façon, elle est toujours démontée, parce qu'elle prend toujours l'humidité, il pleut toujours dessus. Alors je pense que le mur est complètement poreux, et que de toute façon, c'est le souci, c'est le souci constant de cette toile qui, heureusement, va être posée bien prochainement. Alors vous avez là cette grande toile de Baudouin qui présente l'atelier de l'imprimerie Caillard,
Et alors, ce qu'on voit, bien sûr, c'est Eugène Noël en favori blanc qui est dans la bibliothèque, et puis qui est dans l'imprimerie, et tous les ouvriers sont des gens connus à l'époque. Alors là, c'est une esquisse que je ne sais plus très bien où je l'ai trouvée, mais sur Internet, je crois, qui montre une esquisse de la grande toile qui représente le manuscrit, que vous avez là, en montant sur la droite dans la bibliothèque. Et en fait, les manuscrits qui sont présentés sont des manuscrits de la bibliothèque de Rouen. Celui qu'on reconnaît le plus, c'est celui sur la gauche, debout, avec une plaque d'ivoire au milieu, c'est ce qu'on appelle le livre d'ivoire. Alors, bon, la fin d'Eugène Noël dans ses fonctions va être un peu compliquée parce que d'abord, je crois qu'il est un peu âgé. Il y a peut-être un peu d'urlachement dans ce qu'il faut suivre les équipes, ils n'étaient pas nombreux. Et en août 1890, il y a un vol, on voit 13 manuscrits démodés, on met 15 jours à s'apercevoir qu'il y a eu un vol, alors que les manuscrits, c'était dans la salle de lecture. Alors, les maires successifs, il y en a qui sont pour lui, il y en a qui ne sont pas pour lui. On veut le forcer à démissionner, mais il dit non. Enfin, à 80 ans, en 1892, grâce au changement municipal, la situation s'apaise et il est appelé à faire valoir ses droits à la retraite en 1898 à l'âge de 82 ans. Hein, quand même. Bon, ce qui est quand même pas mal. Alors, parmi ses collaborateurs, il y avait Narcisse Borin, qui était bibliothécaire adjoint. Narcisse Borin était le secrétaire de Félix Archimède-Boucher. Il était arrivé à la bibliothèque en 1871. Il aurait voulu remplacer Eugène Noël, mais ça n'a pas été possible parce que l'État a pris des textes, des arrêtés, pour faire en sorte que les responsables d'équipements comme les bibliothèques municipales comme Rouen soient des gens formés, École des Chartes notamment. Donc Narcisse Borin ne pourra pas être directeur de la bibliothèque de Rouen. Il avait fait tout un rapport sur la galerie des stands. Parmi les collaborateurs d'Eugène Noël, il a fait rentrer ses collaborateurs avec lesquels il avait travaillé au journal de Rouen, Robert Pinchon, l'ami de Flaubert, l'ami de Maupassant, surnommé La Toque, et Robert Pinchon qui travaillera jusque dans les années 1920 à la bibliothèque. Voilà, alors Robert Pinchon écrivait des pièces de théâtre. Vous avez des caricatures de Robert Pinchon. Voilà. Voilà, monsieur Robert Pinchon. Raoul Aubé, qui était un autre journaliste du journal de Rouen, qui va rentrer à la bibliothèque en 1878 et qui publiera les vieux papiers normands. Enfin bon, Eugène Noël s'entoure de gens compétents dans leur domaine. Alors, en 1898, au départ d'Eugène Noël, la bibliothèque est ouverte de 10h à 18h et 19h30 à 22h. Elle est ouverte le dimanche matin aussi. Et en 98, il y aura 40 503 lecteurs et 7 583 communications. Alors, le remplaçant d'Eugène Noël est un chartiste qui est Henri Loriquet. Il est le fils du directeur de la bibliothèque municipale de Reims. Il est lui-même archiviste du Pas de Calais. Et il est nommé à Rouen. Alors, c'est un très bon chartiste, très méticuleux, donc très pointu. Il refait les règlements. Mais alors, la presse se déchaîne contre lui. Mais de façon, on peut lire dans le Petit Rouennais du 17 mars 1899, par arrêté du 14 mars 1899, le maire a nommé conservateur en chef du service de la bibliothèque M. Marie-Félix Loriquet, conservateur en chef de la bibliothèque. On ne fera pas croire à personne que M. Loriquet, tout archiviste paléographe qu'il soit, rendra au lecteur et au chercheur les mêmes services que le bibliothécaire et ses adjoints. Le bibliothécaire, on pensait à mon avis à Narcisse Borin. Alors, il fait du bon travail, il s'efforce de moderniser l'organisation matérielle de la bibliothèque, notamment. Il faut penser qu'il y a le problème du gaz et de l'électricité. Il essaie de faire mettre l'électricité dans la bibliothèque. En 1906, il écrit « Il n'existe pas en France, en 1906, une autre ville de 100 000 habitants se servant de lanternes sourdes pour aller chercher les livres sur les rayons. Depuis mon arrivée, j'ai obtenu successivement l'éclairage électrique de mon cabinet, de mes bureaux, de la salle des périodiques et des volumes mis à disposition du public.
Mais les garçons continuent, comme par le passé, à gravir les escaliers si raides et nos échelles si instables avec leurs lanternes sourdes, de telle sorte que ces livres et nos planchers font quotidiennement les frais de l'équilibre de ces ascensions aventureuses. On peut imaginer ce qu'était le tableau. Bon, il est le premier à introduire la machine à écrire, une machine à écrire en 1908. Hein, ça va quand même faciliter les travaux du catalogue, parce que travaux du catalogue, le Fonds Mombray, le comité d'inspection et d'achat de la bibliothèque est très vigilant pour savoir combien on fait de fiches sur le Mombray, combien on fait avancer le catalogue Mombray. Alors c'est lui qui décidera de faire fermer la bibliothèque le lundi en 1901 pour qu'on puisse battre le ménage, parce qu'on ne peut pas faire le ménage. Donc, et après, il demanderait la fermeture au mois d'août pour qu'on puisse faire le ménage, tout court. Lavage des galeries, des balustrades, des escaliers, battage et essuyage des volumes des salles. Vous voyez, battage et essuyage, je ne sais pas ce qu'on entend par battage. Alors, sous son mandat, entreront à la bibliothèque les fonds Jules Edoux, la bibliothèque Adeline, le fonds Raban, et il organise la bibliothèque de presse Saint-Sever en 1909, la galerie des estampes et les collections d'histoire locale. Il quittera en 1913 pour la bibliothèque de Reims. Alors, en 1913, alors voilà, on a des photos de la bibliothèque à cette époque, la salle des manuscrits, hein, c'est quand même une très belle photo de Niette, c'est une très belle salle. On voit dans le fond des vases qui ont été donnés par l'amiral Cécile, une grande... c'est volatile ça. On voit des bustes. Peut-être qu'il y a-t-il un buste de l'abbé Dietmar, parce que j'ai vu qu'il y avait un buste de l'abbé Dietmar dans la collection de la bibliothèque, alors je ne l'ai jamais vu. Bon, alors, il y avait donc la grande salle de lecture, puis vous aviez une salle des manuscrits dans laquelle on pouvait accéder. Alors, le successeur est Henri Labrosse. Henri Labrosse avait été à une formation philosophique et théologique. Il a plusieurs mères. Henri Labrosse est le modèle du conservateur, enfin c'est un type extraordinaire. Il a été bibliothécaire adjoint ici en 1906-1909 à sa sortie de l'école des Chartes, et il va être conservateur de 1913 à 1941, et il va connaître deux guerres, la guerre de 14 et la guerre de 40, enfin, il prendra sa retraite en 1941, mais dans les deux guerres, il va assurer le transfert des collections, ce dont je vous parlais tout à l'heure, pour qu'elles soient protégées, Clermont-Ferrand notamment pendant la guerre de 14. Dans la guerre de 14, il s'organise pour être mobilisé à Rouen, alors qu'on l'avait nommé à Chamonix, enfin on l'avait nommé dans les Alpes. Et il s'occupe des archives de l'hôpital, il s'occupe de la bibliothèque, il continue à faire fonctionner le service contre vents et marées. C'est un travailleur absolument extraordinaire. En même temps, il fait partie de toutes les sociétés, académies, émulations, les sociétés nationales également. Il fait avancer les statuts de la profession avec l'Association des bibliothécaires français. C'est vraiment un très très grand conservateur. Alors vous avez là une de ces cartes, les candidats, quand ils postulent pour le candidat au poste de conservateur de la bibliothèque de Rouen, où il fut bibliothécaire adjoint, puis M. Pelé, écrit à Pelé pour qu'on appuie sa candidature. Là, c'est une exposition de la section photographique de l'armée au musée le 15 novembre 1917. Alors on le voit sur le côté, il n'était pas grand, et ça devait le complexer un petit peu, mais là, Henri Labrosse, alors à côté, j'ai mis, pendant la guerre de 14, il y a des agents qui sont partis parce que mobilisés pendant la guerre, donc il a recruté du personnel pendant ce temps-là, et notamment ce monsieur Paoli, qui est en gardien de bibliothèque avec sa casquette. Moi j'ai connu ça dans les années 70, ils avaient encore un costume, et puis avec son fils qui lui envoie un petit mot. Alors, bon, et puis des caricatures, alors l'homme au livre d'or, alors c'est le livre d'or de la ville de Rouen qui est dans les collections de la bibliothèque aujourd'hui, le visage rouennais des ménages des livres, la salle de lecture, alors c'est des salles de lecture à l'époque, et vous allez le voir, on l'aperçoit sur une des travées. Et alors il avait mis en place des registres ce qu'on appelle des registres d'ordre, avec tous les mois, on indiquait les communications, les prêts, mais on indiquait aussi les travaux qui avaient des événements divers et les travaux du personnel. Alors ça a été renseigné de façon très très complète jusque dans les années 20-25, et c'est extrêmement important pour connaître la vie de la bibliothèque à l'époque.
là, je ne l'ai pas mis, mais notamment quand Georges Dubosc, le journaliste, va décéder, c'est signalé, notre ami Georges Dubosc, et puis là, bon, ben, il est question dans un des textes d'un prêt d'une partition musicale, parce que les partitions musicales pouvaient être prêtées dans certaines circonstances, etc. Et puis tout ce que faisait le personnel avec les noms des personnes. Bon, c'est. Voilà. Alors, un lecteur assidu, on ne peut pas parler de tous les lecteurs. Dans le livre sur la bibliothèque, il y aura un chapitre sur les lecteurs, parce que c'est quand même important, les lecteurs. Bon, là, j'ai mis Georges Dubosc, parce que ça a été. Georges Dubosc fréquentait la bibliothèque quasiment tous les jours. Alors, Henri Labrosse, donc, pendant la guerre, va avoir une partie, un rôle. Enfin, le 9 juin, les Allemands vont occuper la ville. Il va rester seul à la bibliothèque avec 3 agents, parce que les autres étaient partis. Et il va faire partie des 25 otages arrêtés par les Allemands le 9 juin 1940, gardés dans 2 petites salles de réunion de l'hôtel de ville jusqu'au 10 juin. Il fut la première personne arrêtée. Ils étaient prévenus qu'ils seraient fusillés si un soldat allemand était tué par un civil et informés qu'ils seraient libérés le lendemain et remplacés par d'autres. Quelle interminable nuit, écrit dans Rouen désolé, René Gustave Nobécourt. Lui, Henri Labrosse, il décrit l'événement de façon laconique, enfin de façon sobre. Le soir même, j'étais pris comme otage, mais libéré le lendemain dans l'après-midi. Dès le mardi matin, la bibliothèque fut ouverte. Le personnel qui avait gagné d'autres lieux réapparaît progressivement et les travaux de classement de nettoyage se poursuivent en juin et juillet. C'est imperturbable. Hein. Et en l'absence, pendant cette période de juin 40, juin, juillet et septembre, l'archiviste départemental était parti, le conservateur du muséum était parti, celui de céramique était parti. En fait, bon, ben, on lui confie la responsabilité de ces établissements. Il est vraiment considéré comme une notabilité importante et de confiance, et c'est à lui qu'on confie ces responsabilités. Alors, il va prendre sa retraite au printemps 41 et il décédera un an plus tard. Il assurait aussi le fonctionnement du foyer féminin de l'abri. Ça, je ne le savais pas, je pense que pas mal d'entre vous savent ce qu'était l'abri qui, dans les années 70, fonctionnait toujours. Alors, parmi les collaborateurs de la PROS, il y a Paul Joubert, qui deviendra conservateur de la bibliothèque de Rouen. Il y a André Masson, qui sera inspecteur général, directeur de la bibliothèque municipale de Bordeaux. Et puis il y a Gabrielle Leleu. Alors Gabrielle Leleu, je vais en dire quelque chose. Gabrielle Leleu, qui est une flaubertiste, Yvan Leclerc, pour le livre sur la bibliothèque, a fait une notice sur Mademoiselle Leleu, qui est tout à fait intéressante. Hein. C'est Henri Labrosse qui va recruter Mademoiselle Leleu en 1927. Hein. Et elle était institutrice de formation, mais bon, pour des raisons de santé, elle n'a pas pu continuer. Elle est entrée à la bibliothèque de Rouen en 1927. Les manuscrits de Madame Bovary sont rentrés en 1914 à la bibliothèque de Rouen. Et c'est Mademoiselle Leleu qui assurera les classements des manuscrits de Madame Bovary. Elle va prendre sa retraite en 1956. Et elle a fait un travail extraordinaire. Sans Mademoiselle Leleu, on ne pourrait pas connaître aussi bien aujourd'hui les manuscrits de Madame Bovary. Et il y a eu elle soulignait elle-même qu'il y avait 4 figures dans sa carrière importante: Henri Labrosse, Albert Thibaudet, Louis Connard, éditeur de la correspondance de Flaubert, et Jean Pommier. Enfin, quand vous aurez le livre, vous en saurez plus sur Mademoiselle Leleu, mais c'est une figure importante de la bibliothèque qui a été recrutée par Henri Labrosse, qui lui a laissé faire le travail nécessaire sur Bovary. Alors, au départ de Labrosse, c'est Jeanne Dupic qui était arrivée à la bibliothèque à sa sortie de l'école des Chartes. Elle avait été nommée en 1927 à la bibliothèque. Ça, c'est une très belle photo qui a été faite par les Cordier. Hein. Et donc, c'est une chartiste. Alors, Labrosse était chartiste, Loriquet était chartiste, Dupic était chartiste. Donc, il y a plusieurs mères qui travaillent avec elle. Et alors, Mademoiselle Dupic remplace Labrosse. On lui doit l'ouverture de la bibliothèque de l'Or-Joyeuse, mais le travail avait déjà été préparé sous Labrosse, qui avait envoyé une mission à la bibliothèque de l'Or-Joyeuse à Paris pour pouvoir étudier comment fonctionnait une bibliothèque pour les jeunes, puis ça n'a pas pu marcher. Alors, Jeanne Dupic, et puis c'est elle qui présidera les travaux
du réaménagement de la bibliothèque dans les années 60-64, en gros. Et il n'y avait plus de place. Donc aujourd'hui, on ne casserait plus la salle de lecture telle que vous l'avez vu tout à l'heure. Mais bon, à l'époque, on a remonté la salle de lecture, enfin, et on a mis un plateau, et en dessous, vous avez 4 niveaux de magasin. Par contre, dans les photos que je vous ai montrées tout à l'heure, vous pouvez reconnaître, quand on rentre dans la bibliothèque, il y a toujours les rampes, l'escalier, la première partie jusqu'au premier niveau existe toujours. Alors, Jeanne Dupic, bon, donc c'est les réaménagements de la bibliothèque, et alors pendant cette période, la bibliothèque n'a pas été fermée, mais la salle de lecture s'est installée dans la salle du Juppé au musée des Beaux-Arts. Et pour le livre sur la bibliothèque de Rouen, j'ai recueilli des témoignages de lecteurs qui ont travaillé dans cette salle du Juppé. Alors, donc, comme les autres, elle faisait partie de l'Académie de Rouen, Société libre d'émulation, etc. Elle passera près de 40 ans à la bibliothèque. Alors là, vous avez des images de Mademoiselle Leleu, puisque Mademoiselle Leleu a travaillé avec elle, flaubertiste et bovardiste chevronné, et des articles écrits par Jean Le Pauvremoine, notamment, et Gabriel Royat, qui interviewent Mademoiselle Leleu, personnage important dans l'histoire de la bibliothèque. La salle de lecture avant les travaux, hein, c'est une photo dans les dossiers de presse, photo d'anonyme. Les travaux, alors vous voyez, on casse tout, et puis vous voyez, il y avait les galeries de livres autour. Voilà. La salle du Juppé dont je vous parlais tout à l'heure. Bon, le bâtiment, hein, le bâtiment. Alors, la salle de lecture des années 70, une photo des magasins, la salle de lecture des années 70, équipée aussi par la façon dont on est habillé. Et l'arrivée d'un nouveau conservateur qui, lui, n'est pas chartiste. Hein, Claude Simonet n'est pas chartiste. Il est de formation philosophique. Il a été chômeur intellectuel pendant la guerre. Il est rentré comme chômeur intellectuel à la Bibliothèque nationale. La Bibliothèque nationale accueillait des jeunes intellectuels, chômeurs, entre guillemets, on appelait ça des chômeurs intellectuels. Il a travaillé au département des périodiques, au département des imprimés. Il se passionnait pour la littérature américaine et il ne parlait pas du tout anglais, mais il a appris l'anglais et il est devenu traducteur pour Gallimard. Il a traduit certains romans policiers américains d'ailleurs. Bon, il était spécialiste des revues anglaises à l'ABN au département des périodiques. Il a dirigé la bibliothèque centrale de Près de l'Aisne à Soissons et ensuite il a été nommé à Rouen. Et alors c'est un grand intellectuel qui arrive à Rouen à qui on confie la mission de faire des expositions et de développer la lecture publique. Et tout à l'heure, quand je vous ai cité la création de bibliothèques annexes, c'est du temps de Simonet. Alors, ceux qui l'ont connu, alors on était tous jeunes à l'époque dans la bibliothèque, hein, parce que, bon, dans les années 70, la moyenne d'âge de la bibliothèque, 25-26 ans, c'était bien. Il nous a pour ma part, moi il m'a appris mon métier et surtout il a transmis sa culture, il a transmis sa curiosité d'esprit et moi je lui dois beaucoup et je dis que le livre que je fais actuellement est aussi un peu en hommage à lui parce que lorsqu'il est décédé il y a maintenant 7-8 ans ou 3-4 ans, je ne sais plus, je me suis dit qu'il n'y aurait plus personne pour faire mémoire de tous ces bibliothécaires qui avaient travaillé à Rouen et Simonet, pour un tas de jeunes, j'imagine, a été très très formateur. Hein. Alors, imaginez la salle de lecture, c'était encore une époque où les bibliothécaires on passait par roulement dans la salle de lecture, et puis ils venaient le soir bavarder avec un bibliothécaire de service, c'était plutôt sympa parce qu'on apprenait des tas de choses. Donc, et c'était un spécialiste de Queneau. Et quand il a été nommé à Rouen, Queneau l'a appelé en félicitant, puis en lui disant à Rouen, vous avez des manuscrits de Mademoiselle Le Masson de Goff, qui est une Havraise qui a donné sa bibliothèque à la ville de Rouen. Elle avait comme tuteur l'abbé Dickmar, et Queneau lui a dit vous avez dans les manuscrits de l'abbé Dickmar, il y a des choses sur la sexualité des moules. Ça, alors, moi, ça m'est resté, parce que franchement, Queneau ne s'intéressait pas aux manuscrits médiévaux. Alors, pourquoi ça ?
Eh bien, voilà. Alors, on a fêté en 1988, on a fêté les 100 ans de la bibliothèque. Alors, c'était formidable. On avait fait une exposition qui commençait dans le hall, qui commençait dans la salle d'expo, qui commençait au premier, et qui continuait au premier, là. Et puis, dans la salle de lecture, on avait fermé la bibliothèque l'après-midi, on avait fêté les 100 ans de la bibliothèque. Avec, bon, là c'était la salle d'exposition qui était à l'époque la salle Génico dans laquelle on avait inclus la communication du patrimoine. Et puis là, quelques images. Alors bon, une photo de Simonet, puis une photo de Mademoiselle Fournier. Certains d'entre vous ont peut-être connu Mademoiselle Fournier, qui était conservateur chartiste. Une photo de Marianne Lamy, qui est rentrée sous Mademoiselle Dupic et qui était une espèce de maître Jacques. Mademoiselle Dupic appelait son maître Jacques, et qui était une parfaite organisatrice. Hein. Mademoiselle Lamy, vous pouviez vous confier quelque chose, ça marchait. Hein. C'était formidable. Hein, je sais pas. Hein. Oui, hein, nous sommes deux à avoir travaillé avec Mademoiselle Lamy ici. Et franchement, je suis très heureuse d'avoir pu travailler avec Mademoiselle Lamy. Et puis c'était une rouennaise. Pour quelqu'un qui n'était pas rouennais comme moi, c'était très utile. Hein. Et puis vous avez une autre photo. Alors ça, c'est Claire Fonce, qui est conservateur chartiste, qui a été dans les années 70 conservateur en charge du fonds ancien, qui a du fonds normand, hein, Simonet lui avait confié le fichier normand, et puis qui a fait ressurgir de l'ombre les photographies d'Alger. Alors, bon, ça c'est le trombinoscope du personnel à l'époque. Et puis en conclusion, ben, je vous, voilà, des images de manuscrits de la bibliothèque, des manuscrits de Saint-Ouen notamment, des images du Lebert, à gauche vous avez le psautier Lebert, le manuscrit Martinville, c'est un très beau livre d'heures, alors là, cet enfer est absolument extraordinaire. Le tulipier Lebert, c'est un tulipier du XVIIe siècle qui est fabuleux. Cette reliure révolutionnaire du Lebert, c'est une reliure en velours avec la constitution de l'Antoine à l'intérieur. Un état de la marine du XVIIe, des jeux de cartes, parce qu'une très belle collection de cartes, ça a joué Lebert. Une vie de la Vierge du XVIe qui a fait l'objet d'un reprint, mais un facsimilé, un super facsimilé, le livre des Fontaines, hein, quand même, le livre des Fontaines est conservé à la bibliothèque de Rouen, et si je crois, cette vue de Rouen vient d'être restaurée ou est en cours de restauration. Bon, le maçon Le Goff, je vais passer dessus parce que le maçon Le Goff, l'abbé Guiquemard, dont je vous parlais tout à l'heure, c'est un des premiers dons à la bibliothèque en 1818, donc ça mérite d'être noté. Gustave Flaubert et les manuscrits, alors c'est quand même parmi les monuments de la bibliothèque avec le manuscrit de Bovary. Collection de Jeanne d'Arc, ça c'est un clin d'œil. C'est dans les années 1930 que sont rentrées une collection d'objets que vous pouvez voir en partie à l'Historia de Jeanne d'Arc maintenant, où il y a quelques objets du fonds Valéry Grindeau, où il y a toute une collection tout à fait intéressante sur Jeanne d'Arc, iconographique et autres. Ça, c'est des photos dans des salles de la bibliothèque à l'époque. Et puis le fonds photographique, alors là, je vous parlais d'Adger, mais il y a Witz, il y a un très beau fonds photographique à la bibliothèque. Alors, curieux mélange, bon, c'est l'exposition qu'il faudra que vous alliez voir si vous ne l'avez pas vue. Et puis, alors l'histoire de la bibliothèque de Rouen continue, hein, parce que moi, j'ai parlé d'une bibliothèque, bon, moi, il y a longtemps que j'ai connu la bibliothèque de Rouen, et donc aujourd'hui, elle continue. J'ai mis le bâtiment de Simone de Beauvoir, et donc en 2018, paraîtra un ouvrage sur l'histoire de cette bibliothèque où on évoquera, bon, les bibliothécaires, j'ai été vite, on évoquera les différents fonds de la bibliothèque, qui devraient servir de piste pour ceux qui s'intéressent à la bibliothèque de Rouen et pour les chercheurs, et puis pas uniquement pour les chercheurs, mais parce que on tombe un peu amoureux d'une bibliothèque hein, quand on est dans un endroit aussi avec des collections aussi intéressantes. Mais la bibliothèque de Rouen, c'est un ensemble, c'est pas uniquement des collections patrimoniales, c'est aussi tout un réseau. Et ça a toujours été, ça se développe au début du XXe siècle, mais pour moi, la bibliothèque de Rouen, c'est un tout. Hein. Il y a le patrimoine, mais il y a aussi tout le réseau qui fait le cœur
qui fait la vie de la bibliothèque. Mais tout se complète et voilà. Donc voilà, c'était quelques idées sur la bibliothèque de Rouen, un peu rapide, mais je suis dans les temps, je suis presque dans les temps. Voilà. Merci beaucoup pour ce formidable voyage dans le temps et voyage dans l'histoire de ces lieux et de ceux qui l'ont habité.